L'heure, au lieu d'essayer de stopper les signaux d'alarme, on le fait en donnant la gabapentine ou des opiacés même. Peut-être qu'on devrait s'arrêter à l'étape juste avant, c'est-à-dire au moment de stress, ou alors la perception du stress par le cerveau qui va déclencher ces aggravations des douleurs. C'est ce qu'il voulait étudier. Donc ici, il y a des éléments, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a le nerf vagus. Vagus. Thank you. So, and you just press this button. Oh, I'm pointing at myself. There we go. Thank you. So, you've probably all. Donc vous avez peut-être tous entendu parler du nerf vagus qui vient du tronc cérébral et qui va jusqu'à tous nos organes internes. Et l'une des choses qu'il fait, ce nerf, c'est contrôler l'information. Donc il se connecte avec le nerf rachidien, donc avec une population de globulement. Et donc le nerf va contrôler la réponse en termes de douleur. Et donc, ce parcours est si puissant que si on stimule le nerf vagus, et les personnes qui ont des rhumatismes et qui ne prennent pas bien les traitements, ils ne les acceptent pas bien, eh bien, on sait que le parcours anti-inflammatoire du nerf vagus est le plus puissant, le stoppeur d'information le plus puissant que nous avons. Et personne ne sait vraiment où dans le cerveau ceci se trouve, d'où ça vient. Ça vient d'une région spéciale, mais quand on étudie les femmes qui ont des endométrioses, certaines femmes ont des douleurs chroniques, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc on a essayé d'étudier les propriétés de l'endométriose en soi, et on n'a jamais pu trouver des différences qui justifient les douleurs chroniques ou non. Mais une femme au Michigan, l'État de Michigan, a fait une étude et elle a vu que la partie du cerveau, une région du cerveau qui détient les douleurs, eh bien cette partie augmente d'une manière notoire dans les femmes qui n'ont pas de douleur. C'est-à-dire que cette partie du cerveau qui détient la douleur fait son travail chez les femmes qui n'ont pas de douleur. Mais cette région ne fait pas son travail chez les femmes qui ont des douleurs. Si on regarde ces images avant qu'on a vu où il y a les couteaux qui passaient à travers les joues, on les a vus avant, eh bien on a, c'est vrai, un certain niveau de contrôle sur les voies descendantes dans la transmission de la douleur, et donc il va nous dire si la douleur est transmise ou non. Donc une manière d'étudier le nerf vagus, c'est de déterminer si le cœur est bien géré ou pas. Donc pour les gens qui ont des douleurs chroniques, donc ceci est apparu il y a un mois. Là, c'est des enfants qui ont, par exemple, le syndrome du côlon irritable, des vomissements, etc. Et ce qui arrive par le nerf vagus chez les enfants qui ont des problèmes, eh bien, il est plus bas que dans la population de contrôle. C'est une manière d'aborder le rôle du nerf vagus. Et le design iScan, ici qu'on voit, eh bien là on va essayer de voir si on arrête la manifestation du système nerveux central dans les situations de stress. Est-ce que la douleur améliore? Bon, alors il y a sûrement une connexion étroite entre le stress de votre corps, la réponse inflammatoire, et les poussées de douleur. Et si c'est vrai, ceci va nous donner davantage d'informations concernant ce qu'est une exacerbation de la douleur. Donc voilà notre façon de stimuler le vagus, donc avec un stimulateur dans l'oreille, quelque chose que nous utilisons dans notre consultation et qui est disponible également en Europe.
Donc cet appareil réduit les migraines, les nausées, les douleurs. Mais voilà l'élément important. Il y a d'autres manières d'améliorer la fonction vagale du nerf vagus. C'est l'exercice. Donc, on va réduire les globules blancs et les marqueurs d'inflammation. Il va aussi améliorer la modulation vagale. Sinon, ça inclut l'acupuncture, le yoga et tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Eh bien, ça va améliorer la fonction du nerf vagus. Donc, l'exercice, c'est pour améliorer notre bien-être, c'est vrai, d'accord, mais c'est aussi une méthode qui nous permet de changer la manière dont fonctionne le cerveau, de sorte que la douleur n'ait pas un impact si important. La dernière chose que je voulais dire, parce que j'ai des informations, quelqu'un a posé une question sur un élément qui est là à l'opposé de la morphine, donc quelque chose qui bloque les opiacés. Le naltrexone. Le naltrexone, c'est un agent anti-inflammatoire. Et alors, les opiacés sont très mauvais. Si vous les utilisez, je vous recommande de les laisser tomber. Ils vont augmenter la réponse inflammatoire, en fait. Donc, il y a les récepteurs T, les Toll-like récepteurs. Pourquoi Toll? C'est de l'allemand. Ça veut dire, quand ils ont vu ça, ils ont dit, tiens, c'est fou. Et ça vient d'allemand, en fait. Donc, les récepteurs Toll, les T. Et c'est les récepteurs qui sont des médiateurs dans les réponses inflammatoires les plus importantes du corps. Donc, c'est important qu'on peut terminer dans les soins intensifs. Eh bien, la morphine s'attache à ceci et produit la destruction des synapses. Il y a les récepteurs ici. Et le naltrexone va stopper la réponse inflammatoire. Je prescris la naloxone et la naltrexone parce que c'est important. Donc passons à la partie suivante, c'est la grossesse. Donc maintenant, imaginez que vous avez 33 ans, vous êtes en bonne santé, vous attendez votre premier enfant, vous avez un SED hypermobile, vous arrivez à la consultation du docteur 6 semaines après le diagnostic de la grossesse et vous avez une luxation récurrente des hanches, mais sinon vous êtes en bonne santé et vous faites de l'exercice. Et le docteur voit que tout se passe bien dans vos tests. Et si vous êtes ce patient, qu'est-ce que vous aimeriez savoir et qu'est-ce que le docteur vous recommanderait à votre avis? Eh bien, il y a différentes manières de voir ceci. Quels sont les risques d'avoir une grossesse lorsqu'on a un SED? Ça, c'est la même étude que nous avons commencé. Et puis, on a demandé à toutes ces femmes, et très bien, est-ce que vous avez eu des problèmes? Alors, je vais passer à l'autre diapositive. On a demandé à toutes ces femmes si elles ont eu des avortements spontanés, naturels, et ils ont vu que pour les malades SED, elles ont 25% de possibilité de naissance prématurée. Le taux d'avortement naturel était aussi élevé. Et l'infertilité aussi était plus élevée. Ça, c'est un ensemble de données, mais je ne veux pas que vous rameniez ça à la maison. C'est un questionnaire rétrospectif, et puis on va voir ce que d'autres ont pu observer. Ça, c'est la division entre les différents types. Je pense que ce n'est pas nécessaire de s'attarder à là. C'est assez similaire dans les différents types de toute façon de SED. Il y a juste quelques variations. Les résultats sont similaires. La recommandation basée sur cela, c'était d'accord, eh bien, il faudrait avoir une échographie assez tôt pour voir quels sont les risques. Il faut monitorer la laxitude cervicale au deuxième trimestre, car ça pourrait être la source de certains problèmes.
D'autres recommandations, c'est d'avoir une évaluation de la fertilité si on n'est pas fertile et aussi avoir des conseils des docteurs. Bon, voilà deux études différentes. Ça, c'est une étude rétrospective qui demande à toute une série de personnes un échantillon raisonnable, c'est-à-dire simplement les personnes qui ont répondu au questionnaire. C'est biaisé parce que c'est les personnes qui veulent répondre les questionnaires et vont forcément donner des réponses différentes. On a peut-être des raisons qui nous poussent à répondre à ce questionnaire. Donc là, on a répondu à des questions similaires et ils ont regardé les données des assurances de patients en Suède et puis ils voyaient la comparaison de contrôle est assez robuste, c'est quand même 1,2 million de femmes. Ils ont identifié 314 femmes qui souffraient du syndrome d'Ehlers-Danlos et ils ont conclu par rapport à cela qu'il n'y avait pas d'évidence, de preuve de naissance prématurée, de rupture prématurée des membranes, de césarienne, etc. Et la différence ici, c'est que ça vient du diagnostic des docteurs et l'autre, c'était une sélection. Cette étude, c'est l'étude des résultats des mères et des naissances. On voit le développement des prolapsus après les naissances, les accouchements. Donc, ils voulaient savoir ça au début. Et puis, donc, ils ont regardé quels étaient les scores chez tout le monde. Et ils ont réalisé des évaluations afin de voir qui avait le syndrome d'Ehlers-Danlos et qui ne l'avait pas. Donc, c'était 1011 femmes qui ont participé. Elles ont choisi 587 femmes qui sont entrées dans la deuxième phase de l'accouchement. Ils voulaient savoir parmi ces femmes si elles avaient davantage de prolapsus après l'accouchement. On peut voir ici que l'un des éléments qu'ils ont vus, c'est que le risque d'avoir une césarienne était en fait plus élevé si on n'était pas hypermobile. Donc c'est plus élevé si on n'a pas d'hypermobilité. Par contre, on pourrait avoir une naissance spontanée avec plus de probabilité si on est hypermobile. Et un autre élément, un autre résultat, c'est qu'on a plus de lacération sphinctale si on n'est pas hypermobile. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a plus de laxitude au niveau pelvien et donc on ne va pas lutter contre l'accouchement du bébé de manière si marquée. Donc il y avait différentes interventions. Et qu'est-ce que nous disent les publications à ce sujet? Tiens, je pense que je vais un peu trop lentement, je suis désolé. Alors, les publications sont assez controversées. Je crois que l'étude prospective, parce que je pense que c'est plus robuste d'un point de vue scientifique, mais mon avis, c'est que si je devais donner des conseils à une personne, alors je dirais, voilà, nous ne connaissons pas des risques marqués actuellement, même si c'est une question qui reste ouverte, mais je suivrai les recommandations d'avoir une échographie très pro pour confirmer la grossesse intra-utérine et contrôler la longueur cervicale au deuxième trimestre, mais je ne me ferai pas de soucis par rapport à une grossesse. Donc ceci résume cela. Et qu'est-ce que je dirais à un patient? Je dirais d'accord, les patients de SED nous informent de certaines complications, mais d'un point de vue statistique, ce n'est pas directement lié. L'infertilité, alors observons ceci rapidement. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrées ici dans cette étude. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est ce que vous voyez ici. Si on observe les causes probables, eh bien, il y avait des causes standards de l'infertilité, comme l'endométriose, par exemple. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a un taux plus élevé d'endométriose chez les patients de SED, mais il ne faut pas assumer que l'hypermobilité du SED a un impact direct sur l'infertilité. Il faudrait passer par une évaluation normale pour voir si on peut trouver une autre raison. Il ne faut pas assumer une cause directe.
Que devrions-nous faire? On ne connaît pas quel est le lien direct entre l'infertilité et le SED. Il y a d'autres causes qui pourraient contribuer. Donc il ne faut rien assumer, il faut avoir une autre évaluation. Et quant à la menstruation, il y a beaucoup de femmes qui ont des menstruations marquées et certaines femmes nous disent qu'elles ont des phases entre la menstruation et la période de prémenstruation. Et ça, c'est une étude où il dit qu'il n'y a pas de saignement après l'accouchement à cause de la SED. Par contre, il y avait plus d'avortements spontanés et il y avait davantage de saignements. Si vous avez des poussées liées à la menstruation, cela pourrait être lié aux mesures de contraception. Si vous avez des poussées aussi dans les douleurs qui sont influencées par la menstruation, eh bien, vous avez moins de chances d'améliorer les méthodes contraceptives, le résultat des méthodes contraceptives. Les prolapsus, il peut y avoir un prolapsus de la vessie, du rectum, du l'urètre. Et puis, il faut savoir s'il y a une association du prolapsus avec le SED. Et cette étude sur les femmes turques nous dit que oui, il y a une relation. On a plus de probabilité de prolapsus en fonction du score de Brighton. Ça, c'est une étude qui a été publiée récemment dans le contexte de l'évaluation intestinale. Vous pouvez voir qu'il y a un taux plus élevé d'incontinence fécale, un taux plus élevé d'incontinence urinaire. On voit aussi avec cette étude qu'il y a plus de prolapsus d'organes chez les personnes qui souffrent de SED par rapport aux autres personnes. Donc, oui, il y a une relation, même si elle n'est pas, la direction n'est, enfin, le rapport n'est pas élevé, mais on a plus de possibilités, c'est vrai, de souffrir de prolapsus si on a un SED. Et on voit que ce n'est pas directement lié à l'accouchement. Si on va accoucher, la personne qui souffre d'SED n'a pas plus de probabilité d'avoir un prolapsus. On a simplement plus de possibilités d'avoir un prolapsus en général, mais ce n'est pas lié à l'accouchement. Donc on a regardé différentes populations. C'est vrai qu'on ne peut pas utiliser un seul article pour tirer des conclusions. Le traitement des prolapsus en SED, je recommande le Pilate, les exercices de Kegel. Et on dit aussi qu'il faut exercer qui mettent une pression sur l'amplitude des mouvements. Donc, voilà. Et voilà, j'ai fini. Merci.